Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Les Ailes du Québec. Aujourd'hui, on parle de propulsion hybride et en fait, plus généralement de Pratt & Whitney, mais de Pratt & Whitney Canada. Parce que jeudi dernier, j'ai assisté à la présentation de Pratt & Whitney à East Hartford, au Connecticut. J'ai eu aussi l'occasion de visiter l'usine où sont assemblés les moteurs PW1100G. C'est vraiment impressionnant. Alors, on va parler de Pratt & Whitney en général, Pratt & Whitney Canada surtout, et du projet P804, qui est maintenant le projet de propulsion hybride de Pratt & Whitney. Mais, avant d'aborder le sujet du jour, c'est l'heure du rappel du jour. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne ici en cliquant en bas. Vous aimez cet épisode, vous cliquez j'aime. Je vous le répète, ça nous aide beaucoup dans notre référencement quand il y a beaucoup de j'aime. Donc, je vous demande pas la charité, simplement de cliquer j'aime généreusement. Et je remercie tous ceux et celles qui ont déjà cliqué j'aime sur les épisodes 1 ou des épisodes précédents ou qui se sont abonnés. Je vous remercie beaucoup. Alors, allons-y. Pratt & Whitney a fait un événement média la semaine dernière. L'événement se tenait à East Hartford au Connecticut, mais elle était diffusée aussi via les réseaux sociaux. Tous les employés de Pratt & Whitney avaient accès à cet événement-là. Et également, les journalistes qui se sont déplacés sur place, on a eu droit à des entrevues un peu plus exclusives, on a eu du temps. Et je me suis entretenu, moi, pour ma part, avec la présidente de Pratt & Whitney Canada, Mme Maria de la Poster, et on a parlé beaucoup du projet de propulsion hybride, puis on a aussi élaboré un petit peu là, sur Pratt & Whitney Canada. Parce que, en fait, c'est clair, l'intention de Pratt & Whitney dans l'événement de jeudi dernier, c'était de se positionner comme elle aussi étant une entreprise qui a pris le virage vert, qui se préoccupe d'environnement. Parce que vous savez, depuis quelques années, depuis 2 ans, il y a beaucoup de gens qui se déclarent soudainement verts puis qui ont des projets verts. Et en fait, il y a, dans les extrêmes, là, il y a 2 catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui se disent vertes, mais qui ne le sont pas. Puis à l'autre extrême, vous avez des entreprises qui sont vertes, mais qui s'en vantent moins. Et je pense que Pratt & Whitney était dans cette catégorie-là d'entreprises. Elle s'est pas beaucoup vantée de ses bons coups écologiques qu'elle a accomplis dernièrement. Mais en fait, c'est une entreprise, pour vous donner l'exemple du projet de propulsion hybride sur lequel travaille Pratt & Whitney en ce moment, ben écoutez, c'est en 2010 que les travaux ont été entrepris pour une propulsion hybride. Les premières études qui ont été faites sur de la propulsion hybride. Puis c'est ce qui permet aujourd'hui à Pratt & Whitney de dire, ben l'année prochaine, on va avoir un démonstrateur, on va faire des bons vieux run-up, comme on dit dans l'industrie, pour ne pas le dire en anglais. Donc, des essais au sol à la fin de l'année 2022 et essais en vol en 2024. Madame de la Posta dit, entre 2024 et 2030, il devrait y avoir des applications pratiques qui vont être annoncées. Comme elle dit, ça va dépendre de la demande des clients. Plus les clients vont être nombreux à demander de la propulsion hybride ou à être prêts à investir aussi dans la... non, elle n'a pas mentionné d'investir, mais elle a simplement dit, plus l'intérêt va être grand de la part des clients, plus ça va se développer rapidement. Mais avant d'avancer un petit peu trop loin, je veux parler du cas spécifique du Dash 8 200 qui va être utilisé comme démonstrateur. Et parce que ce Dash 8-là, en fait, il va être configuré en propulsion hybride en parallèle. Et là, je vais tout de suite vous montrer, vous mettre à l'écran, je vous affiche en écran 2 schémas très simples qui expliquent c'est quoi une propulsion hybride en parallèle, celle qui est dans le haut, et une propulsion hybride en série qui est celle du bas. Dans le cas de Pratt & Whitney du Dash 8, alors ce qu'on a fait, d'abord, on a choisi de prendre un moteur PW121, donc le moteur qui était dans l'avion, on le garde.
Parce que il faut comprendre que ce Dash 8-là, c'est une démonstration de concept qu'on veut faire. Donc, ça se peut très bien que quand on regarde la masse totale en charge de cet avion-là, avec les batteries qui vont être dedans, ça se peut très bien qu'on arrive avec presque zéro de charge utile une fois qu'on a mis le carburant. On pourrait presque pas transporter de passagers dans cet avion-là parce que on va avoir mis tellement de choses dedans pour valider le concept qu'il va être trop pesant, il ne sera pas commercialement rentable. L'objectif de Pratt & Whitney, c'est de ramasser un maximum de données sur la propulsion hybride parce que de ce démonstrateur-là, puis les informations qui vont découler de ce démonstrateur-là vont servir à choisir quel type de moteurs vont être les premiers à recevoir une propulsion hybride et pourquoi, puis quels sont les moteurs où ça va être le plus optimal, quel type de moteur. Est-ce que ça va être un PT6 un PW1500G, regardez, il y a beaucoup de possibilités. Propulsion hybride. Alors, je reviens à ma boucle propulsion hybride en parallèle. Vous remarquerez que vous avez le moteur, le PW121, qui, par un système d'arbre d'entraînement, est relié à la boîte d'engrenage. Dans le cas du moteur hybride, cette boîte d'engrenage-là joue un rôle important. Elle réduit la vitesse de l'hélice qui tourne normalement à 2000 tours minute et moins, alors que le moteur peut tourner facilement 30-40 000 tours dans une turbine à gaz. Donc, il faut réduire la vitesse de rotation de l'hélice et après ça, entre l'hélice et la boîte d'engrenage, on peut placer un moteur électrique qui lui aussi a une vitesse de rotation similaire à l'hélice. Le moteur électrique à 40 000 tours minute, là, oubliez ça, c'est pas une bonne idée. C'est même... vous courez après les problèmes. Le moteur électrique, lui, a sa source de batterie. Donc, vous voyez que son énergie lui provient d'une source de batterie, d'une source différente que le moteur à combustion, qui est la turbine dans ce cas-ci. Donc, on a deux sources d'énergie. Ça veut dire qu'en cas de panne du moteur électrique, on a encore 50% de puissance du moteur. Donc, sur un bimoteur, s'il y a un moteur électrique qui flanche ou la batterie flanche, vous ne perdez pas 50% de la puissance totale, vous perdez seulement 25% de la puissance. Remarquez la subtilité ici, puis retenez ça, parce que sur un moteur, un monomoteur, donc, je vais prendre un avion au hasard, là, juste... PC-12. Imaginez un PC-12 muni d'un moteur PT6 hybride qui aurait une panne de moteur électrique. Ben, vous vous retrouvez avec un avion qui a encore 50% de sa puissance. Remarquez que dans le cas du PC-12 ou du PT6, le moteur est déjà certifié pour des vols commerciaux en monomoteur, vol aux instruments de nuit. L'hybridation, le moteur hybride en parallèle, amènerait une redondance supplémentaire ou une sécurité supplémentaire au monomoteur à turbine. D'accord? Alors, mettez ça de côté. Dans le cas mettez cette information-là de côté parce qu'on va y revenir plus tard. Moteur à propulsion en série. Alors, c'est simple. Vous avez une génératrice à combustion. Ça peut être un groupe auxiliaire de puissance, par exemple, modifié pour devenir une génératrice qui va travailler à long terme. Mais j'ai donné cet exemple-là, mais ce n'est pas le meilleur exemple parce que les génératrices auxiliaires de puissance sur les avions en ce moment, elles sont optimisées pour produire de l'énergie quelques minutes, moins d'une heure. Elles ne sont pas optimisées pour produire de l'énergie pendant 6, 7, 8 heures, donc sur un vol le plus long. Donc, elles ne seraient pas nécessairement les meilleures génératrices ou les meilleurs moteurs pour faire tourner des génératrices sur un vol hybride en série. Mais vous comprenez le principe. Il y aura probablement moyen d'adapter ces petites génératrices-là au vol plus long. Génératrice qui fournit du carburant, de l'électricité à la batterie, qui elle-même en fournit au moteur électrique. Dans ce cas-ci, si on a une panne du moteur électrique ou une panne de la génératrice, ben, on se retrouve en situation un petit peu plus problématique, c'est-à-dire qu'on va finir par perdre toute notre puissance. Généralement, sur ce type de propulsion-là, l'énergie disponible dans la batterie n'est pas très longue. On ne veut pas avoir 2 heures. On ne veut pas, en plus d'avoir... on ne veut pas avoir des batteries trop pesantes parce que le but de ce système-là, c'est de simplifier et de réduire le poids.
dans le cas du Dash 8 de Pratt Whitney et de l'hybride en parallèle, vous remarquerez, il y a beaucoup plus de choses. Vous avez entre votre turbine et le moteur électrique, il y a une boîte d'engrenage qui ajoute du poids. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Et le moteur électrique, dans un hybride en parallèle, fonctionne, même lorsqu'il ne développe pas d'effort, il tourne dans ce modèle-là. Est-ce qu'il pourrait être placé de côté puis être débranché pour réduire la charge de travail de la turbine? Probablement. Je sais pas s'ils vont être... Je peux pas vous garantir qu'ils vont être configurés comme ça. C'est la réponse que je n'ai pas eue de Madame de la Posta. Et la compagnie, Pratt & Whitney, est en discussion finale avec le fournisseur de batteries. Fait qu'ils m'ont dit, on peut pas te donner de nom, on peut pas te donner de densité d'énergie, parce qu'on n'a pas encore signé. Si jamais ça marche pas, on va te donner de la fausse information, mais surveillez ça de près d'ici quelques semaines, voire quelques mois. On devrait savoir qui va être le fournisseur des batteries du Dash 8 hybride de Pratt & Whitney et la densité et quelles seront les performances approximatives de cet appareil-là. Maintenant, ce Dash 8-là est vraiment pour la démonstration du concept et pour valider aussi quelles sont les meilleures configurations, quels sont les meilleurs moteurs, etc., etc. Parce que le but, là, c'est d'aller le plus vite possible dans la recherche de ça pour être capable de démontrer l'efficacité et la sécurité de ce système-là en vol en 2024. C'est l'objectif. Donc, mais c'est clair que pour Pratt & Whitney, il va y avoir des suites à ce projet-là, à cette démonstration-là, et il va y avoir toutes sortes d'applications qui vont être envoyées parmi les différents moteurs existants afin de les adapter à l'hybride. Il ne faut pas oublier une chose, OK? Bon an, mal an, Pratt & Whitney Canada investit 500 millions de dollars par année en recherche et développement. En 2021, là, ils ont investi 500 millions. En 2020, pendant le haut de la pandémie, ils ont investi 500 millions de dollars encore. Donc, Pratt & Whitney est très, très, très focusé sur les nouvelles solutions, sur la recherche et développement. Donc, le développement de nouveaux moteurs en ce moment, pour Pratt & Whitney, là, la philosophie, c'est d'y aller on a 3 axes de développement en cours. Améliorer ce qu'on a, parce que être écologique ou être vert, c'est pas juste viser 2035-2040, mais à court terme, il faut réduire les émissions pour pouvoir arriver à zéro émission éventuellement. Donc, à court terme, travailler sur des moteurs actuels afin de réduire la consommation et les émissions, donc améliorer les moteurs actuels. Ça, c'est la première branche sur laquelle travaille Pratt & Whitney. L'hybridation, c'est la deuxième axe de recherche de Pratt & Whitney et de développement et d'investissement. Le troisième, on nous dit qu'on a des technologies révolutionnaires qui s'en viennent et dont on peut pas nous en dire plus en ce moment, mais Mme de la Poste a dit qu'on a d'autres choses aussi qui sont en développement et qui pourraient être qui pourraient être très intéressantes au niveau du développement des moteurs d'avion ou de la propulsion d'avion. Donc ça, c'est un peu, là, si vous voyez, la philosophie de Pratt & Whitney Canada, qui est un peu celle aussi de Pratt & Whitney USA. Donc, c'est le développement qui continue de se faire. Donc, chez Pratt & Whitney, on n'a pas pris le virage vert il y a 1 an ou 2. On est déjà dans le virage vert depuis plusieurs années déjà. Donc, comme je vous disais, ce qu'on voulait faire avec la journée de jeudi dernier, c'était vraiment de souligner ça. Cette recherche et ce développement. D'ailleurs, dans la discussion que j'ai eue avec Mme de la Posta, j'ai mentionné que au niveau des turbines pour l'aviation d'affaires, en ce moment, Pratt & Whitney connaît de gros succès, on s'entend, le PW800, toute la série de moteurs PW800, ils sont rendus sur 4 programmes d'avion et ça va bien,
On en entend peu parler dans les médias spécialisés, ce qui veut dire que le moteur va bien, il n'y a pas de problème. Faites-vous-en pas s'il y avait des problèmes sur le PW800, on en entendrait parler. Et après ça, l'autre catégorie de moteurs plus bas ou plus faible, de plus faible puissance, c'est la famille PW300 de Pratt & Whitney, qui, avec le 308, si je ne me trompe pas, là, va jusqu'à 5000 livres de puissance. Donc, il y a un espèce de un trou entre le 308, le 300, par la famille 300 et la famille 800. Puis, j'ai poussé un peu parce que j'y ai mentionné. J'ai dit, écoutez, il y a le Challenger 3500, le G280, qui sont des avions qui se vendent bien et qui sont dans cet intermédiaire-là. Est-ce que vous voyez la nécessité ou le besoin de développer un nouveau moteur? Là, Madame de la Posta a dit, ouais, mais elle a dit, écoutez, monsieur, alors, on a beaucoup investi dans le PW800. Donc, si on est capable de récupérer des parties de la recherche et développement dans le PW800 pour le réduire, sa puissance, puis aller jouer dans la catégorie de puissance inférieure, on peut le faire. Le PW800, il a été conçu pour pouvoir extraire plus en développer des variantes plus puissantes, mais également des variantes moins puissantes. Et Mme de la Posta a mentionné, elle dit, vous savez aussi, les avions de nos jours, à poids égal, consomment beaucoup plus d'énergie parce qu'il y a beaucoup plus de systèmes à bord sur les avions. Donc, peut-être juste réduire la puissance du PW812 un peu, puis sur un avion où il y aurait beaucoup d'équipements, donc qui nécessiterait beaucoup de puissance, puis elle dit, on pourrait remplir le gap à ce moment-là, ou l'espace, ou combler l'espace nécessaire pour fournir un fabricant qui en ferait la demande, évidemment, parce qu'il ne semble pas qu'on ait de demande. En tout cas, je n'ai pas senti que c'était une nécessité. C'est possible, si on leur demande. Pratt & Whitney pourrait développer une version moins puissante du PW800 encore. PT6 hybride? Ben oui. Voyons donc. Et non seulement c'est ben oui, mais Mme de la Posta a été claire, ils ont des discussions en ce moment avec des fabricants d'avions dans la gamme PT6, puis ils sont intéressés, ils attendent évidemment les résultats des essais sur le démonstrateur hybride pour vraiment s'avancer plus, mais il y a de la demande. Et là, imaginez un PT6 hybride parallèle, comme je vous l'ai mentionné tantôt, vous faites sauter le dernier obstacle qu'ils ont encore pour certains opérateurs d'avoir un monomoteur. Parce qu'ils disent, mais si mon moteur me lâche, j'ai plus rien, je suis obligé de taper en pleine nuit, c'est dangereux. Alors qu'à date, les pannes de moteur PT6 la nuit, les engine shutdown, comme on dit, ou une flight shutdown, c'est plutôt rare et je suis pas sûr que le PC12 a connu beaucoup d'accidents fatals d'un PT6 la nuit, entre autres, puis qui n'a pas été capable de se poser. J'en ai pas entendu parler. Il y en a peut-être, là, mais ça ne doit pas être très nombreux. Donc, vous voyez l'intérêt de Pratt & Whitney pour la redondance. Maintenant, Mme de la Posta a mentionné, elle dit, pour réussir à avoir des monomoteurs en exploitation commerciale, ça a pris 3 générations de pilotes entre le premier PT6 qui a été livré puis entre le moment où le PT6 a été reconnu pour le vol, certifié pour le vol de nuit en monomoteur, en vol commercial, ça a pris 3 générations de pilotes. On parle grosso modo depuis 30 ans avant que ça puisse être réalisé, ces choses-là. Donc, développer des propulsions hybrides ou des propulsions 100% électriques, faut être prudent un petit peu quand on nous parle de on va avoir un avion qui va voler en 2025, qui va être certifié en 2025. Oups. C'est pas certifier un avion, c'est jamais aussi facile qu'on le croit. Et il y a beaucoup de monde qui se lance dans le développement de moteurs ou de propulsion hybride qui n'ont jamais certifié d'avion ni de moteur, puis qui nous promettent des choses très rapides. Madame de la Posta est un petit peu plus conservatrice là-dessus. Mais elle dit, c'est pour ça que nous, elle dit, on a commencé en 2010, on est rendu en 2022, on va faire notre première démonstration de concept. Elle dit, on est prudent
parce qu'ils veulent certifier. Ils ne promettent pas de certifier rapidement, mais ils promettent de certifier ou d'obtenir des résultats. Parce que on parle, dans le cas du Dash 8, on ne parle même pas de certifier, on parle de faire la validation du concept pour arriver à des moteurs certifiés entre 2026 et 2030, possiblement. Donc, vous voyez la différence d'approche là, entre une compagnie qui en a fait de la certification, qui connaît les obstacles à la certification, et une compagnie qui n'en a jamais fait. Donc ça, c'est un petit peu, un petit peu de prudence, s'il vous plaît, dans le développement des énergies hybrides, mais c'est quand même un secteur intéressant. C'est un secteur promoteur. Moi, mon avis personnel, c'est que la génération de batteries que nous avons en ce moment ne nous permettra pas d'être efficace en hybride encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'énergie par rapport au poids des batteries. Dans 5 ans d'ici, le ratio énergie poids batterie va être beaucoup amélioré encore. Et c'est là où on pourrait commencer à véritablement avoir des avions non seulement certifiables, mais commercialement rentables. Parce que si vous certifiez un avion de 20 000 livres, mais que vous juste transporter 100 livres de cargo dedans, ben, vous perdez votre temps. D'accord? Donc ça, c'était le côté intéressant ou l'aspect de ce qui s'en vient chez Pratt & Whitney dans les prochaines années. Donc il faut s'attendre à ce qu'on nous reparle d'hybridation dans les prochaines années chez Pratt. Au niveau de la main-d'œuvre, Pratt & Whitney a réembauché 75% de tous les gens qui avaient été mis à pied. Donc, elle est remontée au-dessus de 4 000 employés dans la grande région de Montréal, 6 000 au Canada. Et là, ben, commencent les problèmes de recrutement dans certains secteurs. Là où ça va bien en ce moment, c'est tout ce qui est le secteur de l'aviation générale. Et l'aviation générale, en passant, ça inclut l'aviation d'affaires. Donc, ce secteur-là va très bien. Tout ce qui est réparation, fabrication de moteurs dans l'aviation générale, ça va excessivement bien. Maintenant, Mme de la Posta dit du côté commercial, l'aviation commerciale est à 35% en retard d'avant la COVID. Ça se traduit presque directement par la même chose pour Pratt & Whitney Canada. Du côté commercial, donc ils ont approximativement 35%, ils sont 35% en dessous du volume qu'ils étaient. Ils espèrent un retour en 2022, mais ça, c'est pas les gens de Pratt & Whitney ni moi qui décidons, c'est la COVID, puis faudra s'y faire. Hein? Alors, c'est ce que... Oui, puis Mme de la Posta a dit... qui ont été très prudents dans leur gestion de personnel avec la dernière vague de mise à pied. Parce que ce que craint Pratt & Whitney, c'est que maintenant, quand tu mets des gens à pied, ça brise la relation avec l'employeur. On est en situation de pénurie, ils peuvent s'en aller ailleurs. Donc, les gens, il faut éviter les mises à pied de plus en plus. Il faut être plus loyal. Si on veut que les employés... Ce qu'elle n'a pas dit, mais c'est ma perception, OK, là, si les employeurs veulent que les employés soient loyaux envers eux, ben les employeurs vont devoir faire preuve de loyauté aussi envers les employés. Ça veut dire éviter de faire des mises à pied quand c'est pas... quand ça peut être fait autrement. Donc, c'est ça. Pratt & Whitney, écoutez, moi, je suis estomaqué de voir qu'ils continuent d'investir 500 millions de dollars par année. C'est une mesure importante parce que, évidemment, Pratt & Whitney est une filiale de Pratt & Whitney USA qui elle-même est une filiale de Raytheon. Donc, on a le chiffre d'affaires annuel de Pratt & Whitney, mais jamais celui de Pratt & Whitney Canada. Et c'est toujours très difficile de se faire une idée parce que, évidemment, Pratt & Whitney, eux, ils ont la fabrication des moteurs d'avion, des moteurs militaires, dont le F-135, entre autres. Et du PW1100G qui est en montée de gamme. Donc, ce sont des gros moteurs à gros volume, plus élevés. Et donc, c'est difficile de se faire une idée du chiffre d'affaires de Pratt & Whitney Canada. Mais s'ils investissent 500 millions de dollars par année, ça veut dire que le chiffre d'affaires de Pratt & Whitney Canada doit tourner entre 2 et 5 milliards de dollars. Probablement plus proche du 5 milliards que du 2. Mais ça c'est une hypothèse personnelle,
Essayons de faire. Faites le ratio 500 millions d'investissements par année. Si vous faites 2,5 milliards par année, ben vous investissez 20% de vos revenus dans la R&D. Si vous faites un revenu de 5 milliards par année, ben 500 millions, vous êtes 10% d'investissement en R&D. Dans tous les cas, c'est un très gros ratio. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Félicitations à Pratt Whitney Canada pour son... et tout ça avec très peu de support gouvernemental. C'est vraiment exemplaire la façon dont cette compagnie-là fait de la R&D au Canada et au Québec. C'est vraiment spectaculaire. Et voilà ce que j'avais à dire à propos de Pratt Whitney. Puis, ben, écoutez, si vous êtes rendu à la fin de l'épisode, c'est certainement parce que vous l'avez aimé. Vous devriez cliquer j'aime. Et sinon, ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine.